Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette reprise des webinaires SNT. Donc, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Donc, il nous reste deux thèmes à traiter du coup, et aujourd'hui on va parler des données structurées et de leur traitement. Donc avec nos deux intervenants, je vais laisser Elisa et Julien se présenter rapidement. Alors oui, donc je m'appelle Elisa Fromont, je suis enseignante-chercheuse à l'université de Rennes 1. Je suis enseignante à l'UFR d'informatique qui s'appelle l'ISTIC à Rennes 1 et je suis chercheuse dans un laboratoire qui s'appelle l'IRISA, un laboratoire d'informatique, dans une équipe qui fait de la science des données. Et mes thématiques de recherche, c'est l'intelligence artificielle, tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle et en particulier de l'apprentissage automatique. Voilà. Julien. Julien, ton micro. On ne t'entend plus, Julien. Non, tu as dû couper. Bah, je te laisse essayer de te reconnecter avec ton micro. De toute façon, tu auras l'opportunité de te représenter tout à l'heure et on te laissera la parole. Donc juste pour le côté technique comme d'habitude, vous n'hésitez pas à poser vos questions. Donc vous avez sur le stream en bas à droite le chat. Donc nous on regardera les questions au fur et à mesure. On lira les questions. Les intervenants peuvent lire le chat et répondre au fur et à mesure s'ils le souhaitent. Sinon de toute façon à l'issue de chaque présentation, moi je pourrai faire remonter vos questions et on pourra justement échanger un peu. Donc on va enchaîner les deux présentations et à la fin on aura un temps pour échanger. Donc vous pouvez, n'hésitez pas à intervenir et puis à nous dire au fur et à mesure ce que vous avez envie qu'on précise avec vous. Voilà. En attendant que Julien refasse les tests, je vais laisser Elisa prendre la main et puis tu peux partager ta présentation. Ouais. C'est bon, vous voyez tout, tout ce qu'il faut? Vous m'entendez aussi? Ouais, on t'entend, mais je vois pas tes slides. Ah. Alors, normalement, vous devriez voir un slide classe code webinaire SNT, les données Oui, structurées. si c'est ça, c'est bon. Okay. Donc en fait, c'est bon. Merci. Donc ok. Donc je vais vous parler donc des données structurées et de leur traitement. Et donc je vais commencer par définir un peu ce que c'est qu'une donnée structurée. Donc les données structurées sont des informations, et ces informations peuvent être de type mots, signes, chiffres, qui sont contrôlées par des référentiels et présentées dans des cases. Ces cases, ça peut être par exemple les champs d'une base de données qui permettent leur interprétation et leur traitement par des machines. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est données structurées, c'est des données qui sont structurées d'une certaine manière à pouvoir être interprétées correctement par des machines. Donc typiquement des données structurées, ça peut être des documents XML, ça peut être des bases de données, des représentations de bases de données, ça peut être des fichiers texte mais structurés d'une certaine manière. Et voilà. Donc, par exemple, un format de données structurées assez connu, c'est le format CSV. En fait, vous en connaissez bien d'autres. Hein. Donc, CSV, c'est pour Comma Separated Values. C'est un format texte dans lequel les données tabulaires sont représentées sous forme de valeurs séparées par des virgules. C'est un format texte par opposition au format dit binaire. Donc chaque ligne du texte correspond à une ligne du tableau et les virgules correspondent aux séparations entre les colonnes. Donc vous pouvez peut-être que dans les autres séminaires, vous avez entendu parler par exemple du format JSON, qui est un autre format texte qui permet de structurer des données. Donc, en fait, on parle de données structurées par opposition à des données non structurées. Et c'est quoi des données non structurées? Ben, c'est tout le reste, en fait. C'est tout ce qui n'est pas organisé en base de données. Par exemple, la bureautique, la messagerie, tous les mails que vous recevez, et puis les images que vous pouvez capturer, par exemple, par l'appareil photo de votre téléphone.
les vidéos, la musique que vous pouvez stocker, qui ne sont a priori pas structurées. Donc, pour essayer de mettre en forme tout ça, les données structurées sont des données qui ont une organisation logique, des formats qui sont identiques pour chacune des données, un format qui est identique pour chacune des données, de manière à faciliter la recherche dans ces données. Et donc, ce sont des formats qui sont appréhendables par un ordinateur. Donc, la métaphore associée, c'est un peu les données structurées, ce sont des couverts qui sont bien rangés dans un tiroir. Et les données non structurées, c'est des données qui sont entassées sans logique particulière, qui peuvent avoir des formats, toutes les données peuvent avoir un format différent. En général, du fait de ces formats différents et de cet entassement sans logique, c'est difficile de chercher une information dans ces données, et donc ça nécessite un traitement à la main, un traitement humain. Et donc la métaphore associée, ce serait des couverts qui seraient entassés dans une caisse, dans une brocante. Donc ils sont là, mais en fait ils sont difficilement accessibles. Donc en fait, la première fois qu'on m'a demandé de faire ce cours, j'étais un peu surprise parce que en fait j'imaginais pas que ce qu'on entendait par données structurées, en tout cas ce qui est entendu dans le programme de seconde par données structurées, c'était ça. Pour moi, en tant que chercheuse en sciences des données, les données structurées, c'est des données qui ont une structure autre que la structure tabulaire, en fait. Par exemple, des graphes. Par exemple, pour moi, le graphe qui représente un réseau social, donc où les nœuds du graphe sont des personnes et puis les arêtes sont des liens d'amitié entre les personnes, ou le graphe représenté par des molécules dans un composé chimique, par exemple, ou le graphe représenté par des ordinateurs qui sont reliés entre eux. Ça, c'est des données structurées pour moi. Une chaîne de caractères, pour moi, c'est une donnée structurée parce que on sait que le deuxième caractère est après le premier, avant le troisième. Il y a une structure particulière dans la donnée. Mais donc voilà, au cas où vous posiez la question, ça c'est pas ce qui est appelé données structurées dans le programme de seconde. Alors, quand on parle de données, en fait, on parle aussi des fois d'informations et de connaissances. Et en fait, la différence entre données, informations et connaissances n'est pas forcément évidente. Donc, je vous la donne. Les données, ce sont des ensembles de symboles, donc des mots, des nombres, des images, des sons, qui représentent le monde réel. Et puis, donc ces données, elles peuvent être de type quantitatif, par exemple l'âge, le poids, donc c'est une quantité, et des données qualitatives, par exemple le nom de la personne, un matricule, etc. Donc les données qu'on peut avoir, c'est par exemple une date, un mot, par exemple ddeadline. C'est juste un mot comme ça. Une date, ça c'est quantitatif, le 11 octobre 2017, ou une donnée qualitative, un nom, John. L'information, par rapport à la donnée, en fait, l'information c'est une donnée interprétée. C'est une donnée, on a un modèle interprétatif qui est lié aux connaissances de l'individu, et on va interpréter la donnée, et ça va nous fournir une information. Par exemple, donc nos données, c'était deadline 11-10-2017 John, et puis on a des connaissances, l'individu a des connaissances, par exemple, il sait que John, c'est son collègue anglais, donc comme il sait que son collègue, c'est son collègue anglais, ben la date, par exemple, en fait, c'est pas le 11 octobre, mais ce serait plutôt le 10 novembre qu'il faudrait lire, parce que chez les Anglais, on met le mois d'abord et le jour ensuite. Les connaissances, c'est que en fait, bah là, j'ai déjà interprété la donnée, mais en fait, c'est 11/10/2017 la donnée, et ça, on sait que c'est une date, c'est des connaissances. Alors là, pour le coup, presque de sens commun, mais partagées par tout le monde, mais ça reste des connaissances. Et donc,
l'information, c'est que ça, c'est une date. Et puis, il y a quelque chose qu'on peut interpréter. Donc, l'information qu'on retire de tout ça, c'est que la date limite pour quelque chose que cette personne doit connaître, c'est le 10 novembre 2017. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est l'information qu'on en retire à partir de la donnée. Et puis la connaissance, ça va encore un cran plus loin que information. La connaissance, c'est le complexe informationnel organisé, identitaire de l'individu. Donc ça résulte de la somme des informations antérieures. Si vous voulez, on a des données. À partir de nos connaissances, on interprète les données. Ça nous donne de l'information. Et à partir d'un certain nombre d'informations, quand on a acquis un certain nombre d'informations, on a appris un certain nombre d'informations, on arrive à avoir une connaissance. Par exemple, la donnée ici, c'est la suite de chiffres 2, 8, 1, 1, 2, 9, 2, 0, 1, 2. Avec un modèle interprétatif que vous avez tous plus ou moins, on sait que si ça c'est un numéro de sécurité sociale, alors on sait que cette personne, comme ça commence par un 2, c'est une femme. On sait qu'elle est née dans les Hauts-de-Seine, elle est née en 1981, au mois de décembre. Il y a tout un tas d'informations qu'on peut acquérir à partir de ce numéro de sécurité sociale, sachant que c'est un numéro de sécurité sociale. Donc avec notre modèle interprétatif, sachant que c'est un modèle de sécurité sociale, un numéro. Et la connaissance, c'est qu'une fois qu'on a ça, on peut aller plus loin. Si on a plusieurs numéros comme ça, on peut compter, par exemple, le nombre de femmes qui sont inscrites dans cette mutuelle. Parce que, en fait, on peut commencer à agréger ces données-là. La connaissance, c'est un peu l'agrégation. C'est qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus à partir des informations. Voilà. Alors, donc, je vous ai dit ce que c'était que les données structurées ou pas. Après, je vous ai dit ce qui pouvait être la différence entre ce qu'on appelle données, ce qu'on appelle information et ce qu'on appelle connaissance. Et donc, on revient à l'échelle des données. Et les données, en fait, ça se décrit. Une donnée, elle a des descripteurs. Et ces descripteurs, c'est des quantités mesurables ou calculables qui permettent de décrire la donnée qui est souvent un objet. La donnée en elle-même, c'est l'ensemble des descripteurs. Donc, par exemple, si la donnée que vous voulez échanger ou stocker, c'est un contact, en fait, vous allez le décrire par son nom, son prénom, son adresse, son numéro de téléphone. Donc, chaque descripteur en lui-même, vous pouvez voir ça comme une donnée. Mais en fait, la donnée, ici, c'est le contact, donc c'est l'ensemble des descripteurs. Alors, en fait, il se pose une question importante, c'est comment on trouve les bons descripteurs pour représenter la donnée. Ça, c'est un problème majeur en recherche. On a ce problème-là parce qu'en fait, de la manière, le choix qu'on va faire pour représenter cette donnée avec ces descripteurs va nous dire quelle est en fait la somme de connaissances. Donc, je vous rappelle, données, information, connaissances. Quelle est la somme de connaissances qui peut être déduite, qui peut être inférée de cette donnée. Et plus la description va être précise, intéressante, informative, et plus la somme de connaissances qu'on peut accumuler à la fin est importante. Donc, cette description de la donnée, c'est important. Donc, en fait, ces données, on va les mettre en fonction de la description qu'on va choisir, on va les regrouper dans des collections. Et donc, les collections de données, ce sont des objets qui partagent les mêmes descripteurs. Par exemple, un annuaire, ce serait la collection de plusieurs contacts, voilà, un carnet d'adresses. Donc, la structure de table, elle permet de représenter facilement une collection.
Les objets sont en ligne et les descripteurs sont en colonne. Donc chaque colonne, c'est un descripteur particulier. Donc là, par exemple, le premier, c'est le titre. Est-ce que c'est un homme, une femme, monsieur, madame, le nom de famille, l'adresse, etc. Donc tout ça, ce sont des attributs, des descripteurs pour décrire les données. Et les données, c'est quoi? C'est chaque ligne du tableau. Donc, quand les données sont décrites, puis représentées par collection dans des tables, alors là, elles sont dites structurées. Donc, une base de données, elle regroupe plusieurs collections de données reliées entre elles. Donc, par exemple, la base de données d'une bibliothèque, elle va avoir des données sur les livres. Donc, il va y avoir une première base qui va regrouper les caractéristiques des livres. Puis, il va y avoir une autre base sur les abonnés, donc les gens qui ont le droit d'emprunter des livres. Donc là, ça va être une base qui typiquement va ressembler plutôt à un carnet d'adresses. Et puis, vous pouvez avoir une autre base qui va être sur les emprunts effectués et qui va mettre en relation ces deux collections de données, donc la base livre et la base abonné, parce qu'on va avoir une autre base qui va dire Monsieur Dupont a emprunté un tel livre ce jour-ci. Donc la différence entre base et collection de données, c'est que la base, en fait, elle peut contenir plusieurs collections de données. Et là-dessus, on entend parler aussi beaucoup de métadonnées. Donc, je vous ai dit déjà que les descripteurs des données, en fait, étaient des données elles-mêmes. Mais on n'est pas encore en train de parler de métadonnées. Les métadonnées, c'est plutôt ce qui décrit les données dans leur ensemble. Par exemple, des informations qui permettent de retrouver toutes les données stockées. Par exemple, d'où viennent ces données, ou depuis quel site web elles ont été extraites, la date de sauvegarde, la taille et l'auteur du fichier. Donc les métadonnées, ce sont des informations qui permettent d'identifier et de localiser les données à un moment donné. Ça fait beaucoup de données, désolé. En fait, le fait d'avoir des métadonnées, ça fait que les données structurées sont plus facilement accessibles et utilisables. Alors, les données structurées, ça existe depuis longtemps. Donc, dans les années 30, en fait, on utilisait des cartes perforées comme support de stockage des données. En fait, ça existe depuis aussi longtemps que les supports de stockage. Donc, typiquement, le premier support de stockage, c'est la carte perforée, puis ensuite la disquette, le disque dur. Donc, 1956, invention du disque dur. 1970, invention du modèle relationnel. Donc, le modèle relationnel, c'est le modèle de base de données qui permet justement de mettre en relation des collections de données, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, 79, on commence à avoir des outils pour se servir de ces bases de données, par exemple les premiers tableurs, et donc VisiCalc 1979. Et puis, en fait, le nombre de données, les capacités, les manières de stocker les données se sont démultipliées. Hein. Sur le côté, là, vous avez une petite frise qui va plus loin, hein, qui passe par les cartes SD, les clés USB, le cloud. Donc ça, ce sont tous les moyens de stockage. Et puis maintenant, en fait, des données, on essaie de les mettre. Maintenant qu'on sait les stocker, qu'on peut les stocker, on essaye d'en mettre le plus possible à disposition. Donc vous avez les initiatives Open Government, pour mettre à disposition des données publiques, les données de l'État. Et puis, depuis 2013, vous avez même une charte du G8 sur l'ouverture des données publiques. Donc des données, il y en a beaucoup. Maintenant, on sait les stocker. Enfin, on a des espaces de stockage très petits et qui contiennent beaucoup. Et en plus, on a des lois pour en mettre le plus possible à disposition.
Alors, une fois qu'on a ces données, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, je vous ai dit, le premier problème, c'est le problème de stockage. Donc, il faut que le stockage soit fiable, il faut que le stockage aille vite, c'est-à-dire que on puisse accéder rapidement à la donnée sur ce stockage-là. Il faut que ce stockage soit suffisamment gros pour contenir toutes les données qu'on veut. Et en fait, ces problématiques de stockage, elles sont souvent liées à des problématiques d'énergie, parce que pour stocker, il faut des serveurs, et que ces serveurs, ils utilisent de l'énergie. Je vais y revenir. L'autre problématique qu'on a avec ces données, c'est la partie recherche dans les données. Et encore une fois, on a des problèmes de rapidité de la recherche, de la fiabilité de la recherche et des problèmes d'indexation. Donc, je vais vous donner un exemple de ça avec les Google Bots, donc les robots qui parcourent le web pour indexer toutes les pages. Il y a des problèmes de manipulation des données. Donc ça, c'est peut-être ce qui vous parle le plus au quotidien. Et puis, il y a des problèmes d'impact sociétaux de ces données. Donc, en particulier, qu'est-ce que ça fait de mettre à disposition des données? Qu'est-ce qu'on peut faire des données de Monsieur Tout-le-Monde? Et donc, je vous montrerai une petite vidéo là-dessus à la fin de ma présentation. Donc, à propos du stockage des données, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous montrais un peu l'historique. Donc maintenant, on parle au début, en fait, sur les disquettes, on stockait une toute petite quantité de données. Et puis maintenant, on parle alors plus de mégabytes parce que ça c'est ridiculement petit, de gigabytes, de térabytes, de pétrabytes, d'hexabytes, de zétabytes. Et on parle maintenant même de yottabytes. Donc 10 puissance 24 octets, donc des bytes. Pour information, il y a à peu près 500 térabytes, donc térabytes 10 puissance 12, de données produites et stockées sur Facebook tous les jours. 43 exabytes de trafic par mois en 2012, dont un tiers pour l'Amérique du Nord et 28% pour l'Europe. Donc ça, c'est ce qui circule depuis les différents clouds vers vos machines. Voilà. Et 1,8 zétabytes produits sur Internet en 2011. Alors maintenant, vous allez voir, on est beaucoup plus loin. Donc, il y a des problématiques de stockage. Alors, les moyens de stockage évoluent, deviennent de plus en plus gros, mais les problématiques de stockage, elles ne cessent d'augmenter parallèlement. Et donc, on parle de stockage interne, externe, ou locaux, distants. Alors, c'est quoi tout ça? En fait, vous entendez beaucoup parler du cloud. C'est quoi le cloud? Le cloud, c'est des serveurs qui sont externalisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des ordinateurs, des grosses machines qui ressemblent plutôt au gros rectangle en haut sur mon image là. Et ces grosses machines-là, elles sont dans des grandes salles et ces grosses machines-là, en fait, elles vont stocker vos données. Vous pouvez voir ça comme des énormes disques durs pour stocker vos données. Et elles sont stockées quand même quelque part, c'est-à-dire que quand on dit je mets mes données dans le cloud, ça ne veut pas dire que vos données sont nulle part, ça veut dire juste qu'elles sont dans un serveur externalisé. Donc vos machines personnelles, que ce soit votre téléphone portable ou votre ordinateur à la maison, il a aussi un espace de stockage qui est cette fois-ci local. Et vous pouvez avoir des solutions, on va dire, hybrides, c'est-à-dire stocker une partie de vos données localement. Ça c'est vos données, en particulier vos données personnelles, il faudrait qu'elles soient stockées localement. Et puis vous pouvez les externaliser sur le cloud quand vous en avez beaucoup et qu'elles ne sont pas forcément des données à risque. Alors juste pour information, les centres de données, donc le cloud, les endroits où sont stockées la plupart de toutes les données que vous mettez sur Internet. Donc ces centres de données-là, il faut les alimenter en électricité.
Et donc, dans son ensemble, le secteur du numérique engloutit près de 10% de la production électrique mondiale en 2015. Les centres de données, donc les data centers, prennent 18%. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a été publié en 2017. Ça ne fait que augmenter. Ça veut dire que, en fait, alors c'est 18% des 10%. Hein. Ça veut dire qu'en fait, juste stocker les données prend une énergie considérable, demande une énergie considérable et stocker moins de données, donc éviter de mettre n'importe quoi sur le cloud, ça aide aussi à dépenser moins d'énergie. Voilà, donc j'ai déjà pas mal parlé du cloud. C'est ce que je vous disais. En fait, on parle de dématérialisation, mais en fait, le cloud, il est très concret et donc pas du tout dématérialisé, mais quelque part, et ce quelque part, c'est quelque part ailleurs. Et ce qu'il faut savoir, que je n'ai pas dit, c'est que en fait, une des raisons pour laquelle ça demande beaucoup de ressources électrique d'alimenter un centre de données. Ce qui demande le plus de ressources, c'est de refroidir en fait les machines, parce que en fait les machines qui stockent, qui font des échanges entre votre ordinateur et elles-mêmes via Internet, par exemple, ce sont des machines qui réfléchissent, enfin en tout cas qui calculent et qui chauffent beaucoup. Et donc, il faut les refroidir. Et en fait, une grosse partie de la consommation électrique tient à la climatisation des centres de données. Et cette climatisation, en fait, on peut essayer de la réduire en plaçant directement les centres de données là où il fait froid. Et donc, on se retrouve à mettre des centres de données pas trop loin du pôle Nord, au nord de la Finlande, où on peut, mais là où il fait déjà très très froid, pour limiter en fait le besoin de la climatisation, mais ce qui fait qu'on fait fondre une grosse partie des endroits où se trouvent ces centres de données. Alors, pour la recherche dans les données structurées, je vous ai dit que je vous donnerai un exemple qui est celui du Googlebot. Donc le Googlebot, qu'est-ce qu'il fait? Il indexe. Alors, ça veut dire quoi indexer? Ça veut dire référencer des données dans un registre ou dans n'importe quel système de classement choisi par la personne qui la réalise. Alors, on peut faire de l'indexation à la main quand il y a peu de données. Mais quand on est à l'échelle du web, par exemple, on va automatiser cette indexation par des algorithmes. Alors, qu'est-ce qu'il fait, par exemple, le Googlebot? Il va faire ce qu'on appelle du crawl en anglais, ce qui veut dire de l'exploration de contenu. Donc, il va explorer Internet en visitant les pages web et les liens qui y sont présents. Et donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer d'une page web à un autre en suivant tous les liens qui sont dans cette page web. Et l'idée, c'est de pouvoir ainsi avoir une espèce de cartographie du web, où sont les pages, comment on y accède, quelles sont leurs adresses. Et puis, il va y avoir une base de données qui va contenir plusieurs dizaines de milliers de milliards d'adresses, d'URL, comme celle-ci. Et puis, on va avoir un annuaire qui va nous dire, en gros, pour chaque page, une description de son contenu. Donc là, je parle de description comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans le sens descripteur, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver un moyen de décrire de manière compacte le contenu d'une page web. En y mettant ce qui est intéressant. Et alors, ce qui est intéressant, ça dépend. Pour vous, ça pourrait être des mots-clés. Ça l'est certainement aussi pour le Googlebot. Mais ce qui peut être intéressant pour le Googlebot, par exemple, c'est le nombre de pages qui pointent vers cette page ou le nombre de pages qui sortent de cette page. Ça peut être des descripteurs intéressants.
Et une fois qu'on va avoir indexé, c'est-à-dire stocké dans un index les URL, on va faire un classement de toute cette information. Et puis, ça va permettre, en tout cas dans le cas du Googlebot, de faire en sorte que quand vous faites une requête sur le moteur de recherche Google, hein, j'ai pas d'action chez Google, ça marche pareil pour les autres moteurs de recherche, eh bien, le fait d'avoir indexé l'information fait qu'on va pouvoir vous restituer les adresses des sites web les plus pertinents pour votre requête. Voilà. Et donc, le fait que votre site web apparaisse dans les résultats de recherche d'une requête sur le moteur de recherche Google, par exemple, c'est complètement conditionné au fait que le petit robot Google, le Googlebot, soit venu visiter votre page à un moment donné et donc ait indexé son URL et son contenu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur les données? Eh bien là, vous allez voir plein de choses à ce sujet si vous faites l'option NSI l'année prochaine en première. En particulier, vous allez travailler sur des algorithmes de tri. Donc, comment faire pour trier la collection sur une ou plusieurs propriétés. Ça, en général, vous l'utilisez assez facilement quand vous avez des données stockées. Vous savez appuyer sur le bouton trier, mais en fait, les algorithmes de tri, ce sont des algorithmes intéressants et qui ont mis un certain temps à être élaborés pour être efficaces. Vous pouvez filtrer, vous pouvez effectuer des calculs et vous pouvez visualiser vos données. Alors, l'outil, on va dire, de base, c'est le tableur hein, pour manipuler les données. Par exemple, si vous avez des données bien dans une table et que vous les voyez dans votre tableur, ben, par attribut, vous pouvez faire par exemple des moyennes, vous pouvez faire des tas de calculs. Une fois que vos données sont structurées et qu'elles sont dans votre table, vous pouvez facilement faire des calculs dessus. Pour rappel. Un autre exemple de calcul sur les données, ben, c'est ce que je fais par exemple moi en recherche en apprentissage automatique. Donc un modèle d'apprentissage automatique qui s'appelle DeepFace, qui reconnaît automatiquement en fait les visages. Donc quand vous mettez une photo sur Facebook, en fait Facebook est tout à fait capable de savoir en fonction des étiquettes de visage que vous lui avez déjà données, de pouvoir reconnaître sur les images les personnes que vous n'avez pas encore étiquetées et donc de vous proposer, par exemple, ici c'est votre sœur, c'est votre frère, c'est votre petit ami. Et ça, il le fait par un algorithme aussi qui a appris à partir de ce que vous lui avez fourni comme données des informations supplémentaires qui lui permettent, étant donné des nouvelles images pour lesquelles vous lui avez rien dit, de prédire automatiquement les visages. Donc ça, c'est des types de calculs qu'on peut faire sur les données. Tu veux plus, Elisa, pour nous montrer la vidéo? Alors, je vais pas montrer la vidéo. Oh zut, j'espère que vous voyez toujours. Oui, je vais pas montrer la vidéo sur le tableur pour essayer de pas prendre trop de temps. Par contre, je vais montrer la vidéo juste après, celle sur les données personnelles. Ça va? Oui, oui, parfait. Ok. Donc, je vous ai dit qu'il y avait un enjeu. Alors, le quatrième point que je voulais aborder, donc le premier c'était sur le stockage, le deuxième c'était sur l'indexation, le troisième c'était sur la manipulation des données, le quatrième point c'était sur les enjeux sociétaux, on va dire, sur les données. Et d'abord, il faut que vous vous rendiez compte que en fait, nous, population française et population du monde, nous mettons à disposition un nombre incroyable de données tout le temps. Donc en 2020, on estime que 1,7 mégabytes de données sera créé pour chaque utilisateur chaque seconde. Pour chaque utilisateur. Hein.
Donc ça veut dire quoi? Alors des petits graphiques comme ça, il y en a plein. Si vous voulez les montrer à vos élèves, vous trouverez celui de 2020 aussi. Ça donne des exemples de nombres en fait. Par exemple, il y a toutes les minutes de tous les jours, en moyenne, hein, il y a 473 000 tweets qui sont envoyés sur Twitter. Il y a 4 333 560 vidéos qui sont vues sur YouTube. Il y a plus de 120 nouvelles personnes qui s'inscrivent sur LinkedIn. Il y a 2 millions de Snapchat, de Snap, qui sont échangés. Il y a 97 000 heures de vidéos qui sont vues sur Netflix. Alors, pas la slide dont tu nous parles par contre. Ah zut, c'est parce que j'ai dû changer. Zut. Et ben voilà, c'est parce que tout à l'heure j'ai coupé, comme je pensais que tu me voyais plus, j'ai coupé mon truc et depuis. Alors, ce que je vais faire, c'est la même chose que tout à l'heure. Je vais cesser le partage, je vais relancer. Je te laisse 5 minutes pour que tu puisses conclure puis nous parler un petit peu des enjeux sociaux. Ouais. Alors, ça va être bon, hein? Pas de panique. Voilà, c'était cette slide-là dont j'étais en train de vous parler. Excusez-moi. Vous voyez? Ouais. Ok, super. Donc voilà, tous ces nombres-là, je pense que c'est une bonne illustration pour leur montrer, de combien on parle, des chiffres en fait qui leur parlent à eux, aux élèves, hein, donc en particulier Instagram, Snapchat. Je pense que c'est pas mal. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo sur les enjeux sur les données personnelles. Alors, voilà. Dites-moi si il y a un souci de diffusion, mais normalement, c'est bon. Si c'est gratuit, c'est que c'est vous, le produit. Sur Internet, la plupart des outils que nous utilisons ne sont pas payants. Moteurs de recherche, email, cartographie, streaming de vidéos, réseaux sociaux, etc., etc. Et pourtant, les entreprises qui les proposent et les gèrent sont milliardaires. Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'en échange de leurs services, nous leur donnons accès à un bien extrêmement précieux, le nouvel or noir, nos données personnelles. Les données personnelles, qu'est-ce que c'est? Entre autres, vos noms, âge, genre, adresse, mais aussi votre adresse IP, votre orientation sexuelle, vos problèmes de santé, préférences idéologiques, etc. Tout ce qui vous constitue, en fait. Et tout ça, vous le partagez sur Internet, souvent sans vous en rendre compte. C'est simple, à chaque fois que vous vous connectez à un site, des trackers, les fameux cookies, observent et enregistrent vos moindres faits et gestes. Vous allez lire un article sur votre site d'info favori? Traqué. Vous mettez une photo sur Facebook? Traqué. Toutes ces données récoltées servent à créer des publicités ciblées qui seront adaptées à votre profil et donc sur lesquelles vous aurez plus de chances de cliquer. Et c'est devenu une industrie extrêmement lucrative. Le marché de données personnelles des citoyens européens s'élevait à 60 milliards d'euros en 2016 et devrait atteindre 80 milliards en 2020. Un vrai jackpot pour les entreprises qui ont accès à ces données. Google, Apple, Facebook et Amazon trustent 95% du marché des données personnelles. Rien que ça. Ce monopole sans aucune transparence commence à faire grincer des dents. En France, la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a décidé, en mai 2017, d'infliger une amende de 150 000 € à Facebook pour avoir pisté à leur insu les internautes, avec ou sans compte, sur des sites tiers via un cookie. La peine pèse peu face aux 430 milliards de dollars de Facebook en bourse en 2017. Mais l'avenir est moins rose pour les industries des données personnelles. Le nouveau règlement général européen sur la protection de la vie privée qui entrera en vigueur en 2018 devrait imposer une application beaucoup plus stricte des droits existants avec des sanctions très lourdes, jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires. Mais l'utilisation de ces données ne s'arrête pas à la publicité ciblée. Il y a aussi d'autres facettes pour le moins inquiétantes. Les banques ou les assurances, par exemple, exploitent d'ores et déjà les données personnelles pour déterminer leurs tarifs, selon les profils de chacun.
Parmi les données prises en compte, il y a par exemple les mots que l'on utilise, les choses que l'on like ou les photos que l'on poste. Une autre manière de faire du business avec nos données, dont les implications sur nos vies personnelles sont bien plus terrifiantes. Voilà. Donc, ce qui est intéressant dans cette vidéo, je pense que ça illustre. Bon, alors, elle date de 2017. Depuis la loi sur la protection des données européennes, donc RGPD, a été mise en place. C'est en tout cas en Europe une bonne manière de protéger. Enfin, c'est un bon garde-fou pour que les entreprises ne fassent pas n'importe quoi avec les données personnelles. Mais en Europe, c'est-à-dire que vos données qui sont stockées sur le cloud aux États-Unis, elles ne sont pas soumises forcément aux mêmes lois. Et donc, toutes ces problématiques-là existent. Après, ce qui est montré dans la vidéo en particulier sur le fait que les informations que vous laissez sur Internet, qui sont stockées dans les cookies, permettent par exemple, d'ajuster les prix, permettent, par exemple, je pense que c'est arrivé à beaucoup d'entre vous d'essayer de prendre un billet de train ou un billet d'avion, alors peut-être pour les élèves moins souvent un billet d'avion, mais de se retrouver à remarquer que le prix augmente quasiment à la minute sur le billet d'avion. Parce que l'entreprise a logué le fait que vous étiez connecté, que vous étiez intéressé par tel ou tel billet. Tout ça, c'est vraiment un business important, et donc il est important de faire attention aux données que l'on met à disposition sur Internet. Merci beaucoup, Elisa. Ouais, c'est fini? Ouais, on va laisser les paroles à Richard s'il peut revenir et puis reprendre la main sur la présentation. De toute façon, voilà, vous n'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la messagerie, sous la vidéo, vous avez le chat, et vous mettez vos questions dans le chat, et on pourra reprendre avec Elisa après la présentation de Julien, qui pourra répondre à vos questions. Donc moi, je les fais remonter, vous avez juste à les inscrire dans le chat, et puis on les posera aux intervenants tout à l'heure. Julien, tu es avec nous? Je ne te vois pas et je ne t'entends pas, mais je vois que tu as la main sur le slide. Oui, oui, ça y est, c'est bon. On t'entend. Oui, on t'entend. Tout va bien? Tout va bien. Ok. Alors, hop, ouais. Alors moi, je vais vous présenter juste une partie d'applications possibles éventuellement en cours sur différentes activités. Alors, dans un premier temps, juste revenir sur les petites compétences qui sont demandées sur eh bien, la partie données structurées. Donc, effectivement, on demande de voir la partie données, sur la partie données personnelles, les données structurées, un petit peu comment on les identifie, ce qu'a proposé Elsa aussi sur la partie descripteur, des éléments de traitement de données, comment est-ce qu'on peut traiter les données, comment est-ce qu'on peut aussi regarder des métadonnées, et puis enfin des informations sur la partie cloud, stockage. Voilà. Alors, dans un premier temps, juste un exemple d'activité possible en mode déconnecté. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de proposer aux élèves par îlot eh bien d'essayer de noter sur une feuille différentes informations. On leur demandera de ne pas noter ni leur adresse, ni leur téléphone, évidemment leur nom non plus. Et ça pourrait être intéressant, on y reviendra plus tard. Donc laisser les élèves par groupe essayer de donner des informations et ensuite récupérer ces différentes données qui sont pour le coup non structurées. Et ensuite, essayer de voir comment est-ce qu'il est possible de voir s'il y a des points communs sur ces différentes données
et puis de pouvoir les rassembler, donc du coup de les structurer. Et là, on peut justement initier les élèves sur la notion de descripteur, c'est-à-dire le fait de pouvoir décrire des données communes par rapport à ce qui est proposé. Donc là, c'est un exemple sur, par exemple, les différentes tailles de personnes qui pourraient être notées pour pouvoir justement avoir un descripteur de type taille ou de type couleur de pull, par exemple. Ensuite, peut-être demander la possibilité de synthétiser ces informations sur un tableur et de récupérer justement ces données en mode colonne sur les différents descripteurs et puis créer justement cette fameuse collection. Et puis, pourquoi pas, ensuite demander la possibilité de traiter de l'information, par exemple, obtenir la taille moyenne au niveau des chaussures, ça peut être aussi la taille des différents élèves, et puis de voir comment est-ce qu'il est possible de le faire à l'aide de formules relativement simples sur du tableur. Donc ça, c'est un petit peu une activité déconnectée qui peut être faite relativement simplement. Alors ensuite, je vais vous proposer d'autres petites activités. Je vais commencer par une première activité qui va être celle-ci. Donc là, la situation, c'est juste à l'aide d'une petite vidéo aussi, de voir comment est-ce qu'on peut récolter des données. Là, c'était sur la partie du Covid pour pouvoir, par exemple, surveiller justement les différentes personnes qui pourraient être justement porteurs du Covid. Ensuite, la partie repère historique par rapport au fait de pouvoir stocker des informations comme on l'a fait tout à l'heure en mode déconnecté sur un ordinateur. Peut-être proposer aux élèves de voir eh bien, qu'est-ce qui a été fait précédemment. C'est ce que a proposé Elsa sur la partie justement chronologie. Donc là, on peut leur demander de faire une petite frise chronologique par rapport à ces données et de les remettre dans l'ordre à l'aide de petites vidéos classiques. Ensuite, essayer de voir quels sont des exemples de données personnelles et puis à ce moment-là, de revoir un petit peu pourquoi est-ce qu'on n'a pas demandé aux élèves leur nom, ni leur prénom, ni leur, par exemple, date de naissance, etc., pour éviter de les identifier et puis essayer de voir justement ce que sont justement ces fameuses données personnelles. Donc là, les élèves peuvent aussi essayer de donner des informations par rapport à ces exemples de données personnelles. Et puis on peut enchaîner sur la partie RGPD, justement, le fait de pouvoir protéger un peu ces données pour éviter que, eh bien, ça a été dit précédemment, qu'il y ait des récupérations par rapport à ces données. Ensuite, voir des exemples de données ouvertes. Donc là, l'intérêt, c'est les élèves ne vont pas, j'allais dire, créer leurs propres données, comme ça a été proposé sur la partie déconnectée, mais d'aller chercher ces données sur des sites qui sont des sites publics en général et de pouvoir les récupérer. Voilà. Donc là, on peut donner un site internet et puis leur proposer d'aller voir quels sont des exemples de données qui peuvent être disponibles sur le site de Gouv. Ensuite, à l'aide de fichiers déjà qui sont fournis. Donc là, ça va être tout simplement le fait de pouvoir utiliser un fichier CSV qui a été vu précédemment. Donc là, l'initiation est très simple. Dans un premier temps, utiliser un bloc-notes, de voir un petit peu les différentes informations qui sont à l'intérieur, d'identifier éventuellement les différents descripteurs, et puis de voir bien les collections associées. Donc, le bloc-notes permet de visualiser justement le contenu CSV et son organisation. Ensuite, à l'aide d'Excel ou un tableur, de pouvoir l'ouvrir en identifiant les différents séparateurs. Donc là, il y a des outils maintenant qui permettent de définir les séparateurs. Et c'est vrai, dans les nouvelles versions, maintenant, ça reconnaît automatiquement le séparateur. Et de pouvoir avoir les informations directement sur un tableur. Et ensuite, on peut voir comment est-ce qu'il est possible de faire ces tris à l'aide des outils de tri d'Excel classiques, là, pour pouvoir, par exemple, les trier ici sur des populations croissantes ou décroissantes ou de superficie. Et puis d'enchaîner éventuellement sur des notions de densité. Voilà, donc ça c'est un petit exemple simple d'introduction. Alors ensuite, je vais enchaîner sur une autre activité possible.
Ici, c'est la présentation en fait d'une personne qui a développé une application, donc c'est une start-up, et puis poser la question justement comment est-ce que cette start-up a récupéré les données. Donc là, on retombe sur les données ouvertes. Et là, cette fois-ci, on va demander aux élèves de réellement utiliser des données ouvertes. Hein, tout à l'heure, on leur a fourni telles quelles. Maintenant, on va leur demander d'aller les chercher. Ça peut être sur différents sites. Donc là, c'est un site qui permet de voir l'évolution des transports de voyageurs suivant différents, j'allais dire, moyens de transport. Et ensuite, une fois que cette donnée est récupérée, on retrouve sur un donné fichier CSV, on va pouvoir aller lire ces données. Donc là, entre parenthèses, on a besoin absolument de définir la partie de codage de la donnée en UTF-8. Hein. Sinon, lorsque l'élève, par définition, l'utilise, ben, c'est pas codé correctement et on n'a pas l'information qui est relativement propre, on va dire. Et ensuite, on va demander de faire une sélection sur, par exemple, tout ce qui est rail et de voir un petit peu l'évolution à l'aide d'un petit graphique. Donc là, ça va demander à l'élève de sélectionner les descripteurs demandés et puis de visualiser cette évolution. Voilà. Alors ensuite, on peut enchaîner sur d'autres exemples de tri où cette fois-ci, on va demander, par exemple, sur les systèmes de stations Vélib, de voir quel est le nombre de, j'allais dire, de stations qui proposent justement un certain nombre de vélos. Donc là aussi, on a la possibilité de faire cette sélection. Alors, il y a le site qui est disponible aussi. Donc, il se connecte sur le site, par exemple, de données. Là, on voit différents formats de données. Donc, c'est intéressant aussi de montrer aux élèves qu'on n'a pas forcément que du CSV. On a le fameux JSON, Excel, GeoJSON qu'on pourra revoir tout à l'heure. Et une fois que le fichier est sélectionné, on va pouvoir faire aussi ce type de tri en utilisant l'outil Entre, par exemple, pour pouvoir sélectionner justement ces informations. Donc ensuite, il y a d'autres exemples du même style sur d'autres sites qui permettent de faire justement ce tri. Alors, ça c'était, je vais vous présenter encore une autre possibilité d'activité. Donc là, cette fois-ci, c'est l'utilisation plutôt du langage Python pour pouvoir utiliser justement des fichiers CSV, puis de concentrer maintenant le travail non pas sur le tri, mais plus. Moi, j'entends plus là. Je sais pas si je suis la seule. T'entends plus, Julien? De se rebrancher ton micro. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, ça y est, c'est bon, c'est revenu. C'est revenu. Oui, donc je disais que l'activité pédagogique, c'était de fournir un fichier tout fait aux élèves pour éviter qu'ils ne saisissent des choses et leur demander un petit peu d'analyser et de voir ce qu'ils visualisent. Donc sur cet exemple-là, je vais aller vous montrer par exemple ce qu'on peut visualiser. Alors là, je ne sais pas si vous voyez l'écran. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui? Oui, c'est parfait. Donc voilà l'exemple de programme. Et ensuite, les élèves vont juste lancer l'activité, lancer le programme et puis voir ce qui se passe et pouvoir voir comment se fait la lecture. Donc tout simplement, on va lire tous les éléments j'allais dire, ligne par ligne, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'informations, et puis on affiche à chaque fois toutes les différentes informations avec leur descripteur associé. Ensuite, je vais revenir sur le partage. Alors, hop, voilà, c'est bon. Ensuite, on peut leur demander de modifier le programme pour calculer une superficie. Donc, ils vont reprendre le même programme, aller chercher en fait un descripteur qui va être la superficie. On leur fournit une information complémentaire pour pouvoir faire ce calcul.
et justement utiliser le programme Python pour pouvoir faire cette modification. On peut aller même jusqu'à la densité d'habitants si on le souhaite, et puis en déduire la densité totale, par exemple, en Europe. Donc ça, ensuite, bon là, c'est vraiment à la marge, hein, puisque c'est juste pour leur montrer qu'en fait, l'utilisation de bases de données peut être faite, non pas uniquement sur du fichier Excel ou sur un fichier de type Python avec des fichiers CSV. On peut utiliser aussi carrément des bases de données qui stockent en fait des vraies données sur un vrai serveur, juste pour leur montrer que on peut avoir justement ces bases de données qui nous donnent des données. Bon là, c'est juste un exemple de différentes musiques qui ont été éditées ou passées au niveau d'une station radio. Et ensuite, on peut aller chercher, par exemple, là, le nombre de, de musiques qui ont été publiées avec des musiques allemandes, par exemple. Voilà. Donc ça permet aussi de montrer qu'il est possible de faire des recherches en leur donnant évidemment des informations complémentaires là-dessus pour pouvoir faire ces recherches. Voilà. Mais juste une petite initiation pour leur montrer qu'il est possible d'utiliser ce qu'on appelle des bases de données, mais pas uniquement des fichiers. Ensuite, dernière chose, on peut utiliser aussi des requêtes Python du même style, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, on va pouvoir aller un petit peu plus loin et pouvoir, par exemple, ici sur un fichier CSV, pour pouvoir rechercher des informations un peu plus complexes pour faire des requêtes, c'est-à-dire non pas une seule demande, mais plusieurs demandes en même temps. Par exemple, là, je veux la liste des villes dont la latitude est comprise entre 47,5 et 47,51. Et m'afficher le résultat directement. Je vais présenter une dernière petite information sur l'activité proposée. Donc là, on est plus sur la partie maintenant métadonnées, qui pourra être vue évidemment sur la partie photographie numérique pour pouvoir rechercher des informations complémentaires, comme par exemple l'auteur de la photo, la date à laquelle ça a été prise. Donc là, petite vidéo qui explique ce que c'est que des métadonnées, donc ils peuvent en déduire un petit peu les informations. Rappelez qu'on les métadonnées, on peut en avoir dans le fichier HTML, à l'aide de balises. Donc là, à l'aide de cette vidéo, les élèves vont pouvoir le retrouver. L'initiation au cloud, bon, je ne vais pas insister parce que ça a été bien détaillé par Elisa. Donc, à l'aide de ces petites vidéos, on va pouvoir voir un petit peu ce qu'est un cloud. En fait, on pourrait aussi utiliser l'intérêt du cloud sur des systèmes concrets. Sur la partie objet connecté, ça peut faire un lien. Lorsqu'on a par exemple une lampe connectée à la maison, et bien en fait, lorsqu'on a son smartphone qu'on veut connecter, on passe par le cloud. Donc leur montrer aussi à l'aide justement d'un petit schéma réseau qui a été fait sur les parties web ou internet, mais qu'en fait la donnée elle navigue énormément, alors qu'en fait on pourra aller uniquement de son smartphone chez soi, en local, via sa box, et revenir directement sur le système. Non, on passe par un cloud, ça c'est important de leur montrer. Il y a peut-être des choses à évoluer et à faire évoluer, sans passer systématiquement par les clouds, et voir effectivement les conséquences et les impacts environnementaux qui ont déjà été décrits, bon, je ne vais pas insister, sur la partie énergétique, qui est vraiment très très importante. Et puis une dernière petite chose, bon là c'était sur la partie format GeoJSON, pour pouvoir utiliser ce format-là à l'aide de l'application Weather, qui permet de retrouver justement des données météo présentées sous format texte, mais un format un petit peu différent. Alors, je vais terminer pour cette présentation. Je vais revenir sur... alors, je vais revenir sur la présentation PowerPoint, qui était ici. Voilà. Alors, je voulais juste vous parler d'une petite application intéressante pour faire le lien avec ce qui se passe en ce moment sur l'application Stop Covid. Et puis, par exemple, proposer aux élèves quelles sont les données récupérées par cette application. Donc là, bon, il suffit d'aller sur le site internet Stop Covid et on retrouve un document comme celui-là où les élèves vont pouvoir aller chercher et identifier les différentes informations qui sont récupérées par l'application. On peut savoir d'ailleurs que ça envoie tout simplement le système smartphone pour savoir si c'est de l'iOS ou de l'Android, sa version, sa marque, son modèle de téléphone. Donc en fait, ça envoie quand même des choses un peu surprenantes. Et puis faire le lien aussi, toujours sur cette application Stop Covid, pour voir si ces données sont vraiment conformes par rapport au RGPD. Effectivement,
la CNIL est intervenue puisqu'il y avait des petites choses qui n'étaient pas tout à fait conformes. Donc, aussi montrer qu'il y a quand même une certaine surveillance pour pouvoir essayer de contrôler un peu ces données, et en particulier sur cette application. Je voulais juste finir par deux petits projets. Premier projet, c'était sur le projet Astropy qui peut être fait en lien justement toujours avec la partie eh bien, données et puis même sur la partie objets connectés. Là, c'était sur le projet Astropy qui consiste en fait à envoyer un programme créé par les élèves dans l'ISS, c'est le satellite artificiel qui tourne autour de nos têtes, dans lequel il y a des astronautes qui font des expériences scientifiques. Et là, l'objectif, c'était de récupérer les données justement sur format Excel qui existent, ou même de l'envoyer, de récupérer ensuite ces données, de les analyser. Par exemple, ici, c'est pour trouver le nombre de révolutions que fait l'ISS autour de la Terre et sa période de révolution, et à regarder le signal, comment ce signal est fait, et de voir que en fait, le changement, on peut le voir sur tout simplement, on passe de 360 degrés à 0 degré en très peu de temps. Donc les élèves vont pouvoir essayer de trouver justement, à partir de ces informations, comment le traiter et tout simplement essayer d'en déduire à cette période. Je finis par la partie géolocalisation. Donc en fait, on peut faire le lien aussi avec l'autre thème qui s'appelle géolocalisation, où là, en fait, il est possible, à l'aide du site que je propose, la geojson.io, c'est de positionner en fait des points, et une fois qu'on a positionné des points, de récupérer le fichier associé qui va être affiché JSON, et de proposer aux élèves de regarder un peu cette création, comment est-ce que ces informations sont formatées à l'intérieur sous format texte, et de le réutiliser pour non pas insérer les coordonnées de latitude et longitude qui sont proposées là, mais plutôt les coordonnées de longitude et latitude qui sont proposées à l'aide de différents exercices ou dans lesquels ils vont rentrer leurs propres coordonnées, et ensuite de récupérer ce fichier-là et de le réinjecter dans GeoPortail, où là, dans GeoPortail, on va pouvoir en fait aller chercher un fichier GeoJSON comme celui-là, et automatiquement, les points vont pouvoir être affichés directement sur l'application. Donc là, c'est vraiment très, très, très intéressant. Voilà, donc j'ai terminé sur ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hop, je reprends la main, vous pouvez revenir tous les deux. Donc oui, n'hésitez pas à poser, il y a quelques questions, enfin il y a des discussions du moins dans le chat. Discussions passionnées. Donc n'hésitez pas, maintenant je vais reprendre mes deux intervenants. Vous pouvez leur poser des questions sur les interventions que vous venez de voir. Okay. On ne voit pas, Julien, mais c'est pas... Voilà. Parfait. Donc déjà, merci à tous les deux. C'était très clair. Et pour revenir, donc justement, les discussions qui portaient un petit peu dans le chat pendant vos présentations portaient sur les ENT, les espaces numériques de travail. Et la question, c'était, voilà, on sait qu'il y a des données en éducation, et notamment sur les systèmes qui sont mis à disposition des enseignants. Et aujourd'hui, voilà, on sait que les restrictions sont celles du RGPD, mais on sait que ces informations pourraient être intéressantes. La question, c'est qu'est-ce qu'on est susceptible de faire justement des données de l'éducation qu'aujourd'hui on a à disposition. Est-ce que c'est une question uniquement de droit? Est-ce que c'est une question de moyens? Est-ce que c'est pas encore suffisamment bien intégré pour qu'on en fasse des choses intéressantes? Est-ce que je peux répondre à cette question? Bien sûr. Donner une réponse possible. En fait, donc juste pour information, il y a des tas de projets de recherche en France. Je sais bien parce que j'en ai eu 2 sous la main, faits par des étudiants. Enfin, j'étais dans les jurys de ces étudiants-là. Qui consiste à analyser, par exemple, les résultats de Parcoursup pour pouvoir essayer de faire de la proposition automatique aux élèves, ou les résultats d'entrée, enfin de sélection d'une école pour pouvoir éventuellement faire des sélections plus ou moins automatiques en fonction des critères de notes. Enfin bon, voilà.
donc, ce sont des projets à toute petite échelle. Je pense que effectivement, ça pose des problèmes alors d'abord de biais dans les données si ça doit être utilisé à plus large échelle et donc de risques très très importants de faire n'importe quoi en termes de prédiction en prenant des décisions, on va dire parfaitement quantitatives, enfin à partir de données parfaitement quantitatives, ça me semble dangereux. Ça c'est un premier point de vue. Euh, le deuxième problème, c'est en particulier pour les ENT, c'est la gestion des données personnelles et comment on fait pour anonymiser correctement les données pour qu'il n'y ait pas des fuites de données personnelles vis-à-vis des autres élèves, par exemple. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas bien faire. Donc, en recherche sur l'anonymisation de données, ben, il y a des, il y a des éléments qui sont donnés depuis quelques années, mais globalement, c'est assez insatisfaisant. Par exemple, moi, je co-dirige une thèse avec Enedis qui cherche à publier ces données de consommation électrique parce que en fait, on leur demande de publier les données et donc ils essayent de trouver le bon grain, la bonne agrégation des données de telle manière qu'il ne soit plus possible de revenir à un individuel. Et en fait, il y a eu beaucoup d'exemples ces derniers temps de données qui ont été publiées, par exemple, sur le prix auquel ont été vendus, sur le prix de l'immobilier dans certains secteurs de ville ou des choses comme ça, qui ont permis remonter à des individuels. Donc, tout ça pour vous dire que en fait, il faut faire très attention aux données qu'on met à disposition globalement du public parce qu'effectivement, il y a des lois et il y a des éléments auxquels enfin, on ne devrait pas avoir accès. Et donc, ouvrir les ENT comme ça en disant c'est des mines d'informations, on va laisser les élèves piocher dedans, ben, ça me semble un peu dangereux. Voilà. Julien, une Non, opinion? pas trop de choses à rajouter, sachant qu'en général sur les ENT, quand même, les données sont quand même relativement protégées, puisque c'est vraiment le cocon au niveau de l'établissement, hein. C'est vrai que pour rentrer de l'extérieur, bah, si on n'est pas identifié, ça devient très compliqué quand même. Donc voilà, bon, je n'ai pas trop d'autres choses à rajouter. Moi, j'avais une question, c'était par rapport à Elisa, tu as présenté à un moment donné l'évolution des espaces de stockage, la capacité de stockage et l'énorme production, la production qui a grandi vraiment de manière exponentielle ces dernières années. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé du point de vue du tri, de l'archivage, en tout cas de l'identification en gros de ces données-là? En gros, tu as parlé des scripteurs, tu as parlé des métadonnées, mais est-ce qu'il y a vraiment eu des changements similaires aux évolutions de stockage sur la manière dont tu arrivé à classer les données, à les organiser, à les répartir? Alors, en fait, il y a un effort conjoint clair fait par les chercheurs sur créer des nouvelles stratégies de stockage et les algorithmes qui vont permettre de stocker la donnée de la manière la plus efficace. Et pour vous donner un exemple que je trouve assez excitant, dont j'ai eu connaissance la semaine dernière, donc c'est récent, en fait, il y a des gens qui travaillent, donc vous savez peut-être pas que le séquençage du génome humain en fait se fait maintenant de manière assez rapide et pour un coût plutôt bas. Et en fait, plus les algorithmes de codage et de décodage du génome vont s'améliorer et s'améliorent continuellement en fait, plus ces coûts vont descendre. Et donc, en fait, il y a des chercheurs qui sont en train de s'intéresser en fait à coder l'information comme on sait coder par exemple en binaire et donc on sait coder n'importe quel type de caractère en binaire, de coder l'information sous forme de séquence ADN et de synthétiser l'ADN correspondant à cette information comme espace de stockage. Donc, ce serait une nouvelle manière de stocker. Ce serait vraiment des brins d'ADN microscopiques.
qui stockerait énormément d'informations et qu'on pourrait ensuite, utiliser les algorithmes qui servent à faire du décodage, qui servent à séquencer le génome actuellement, pour pouvoir restaurer l'information de ces brins d'ADN. Moi, je trouve ça assez génial parce que donc là, ça voudrait dire encore des nouvelles stratégies de stockage, mais qui sont liées, pour répondre à ta question, Bastien, aussi à des stratégies algorithmiques élaborées, quoi. Donc c'est le support qui déterminerait la manière de stocker, Ouais, je pense enfin pas de que ce traiter les soit c'est informations toujours stockées. été le cas, mais là, oui. Voilà. Est-ce que vous aviez envie de rajouter des choses ou des choses que vous n'auriez pas pu dire pendant les présentations? Je suis en train de refaire un petit tour s'il y a des questions, mais Je voulais juste, alors mon dernier slide, tu m'as coupé oui, juste avant mon vas-y. dernier slide, c'est dur. Mon dernier slide faisait juste le lien entre ces données structurées et les autres thématiques qui sont vues en SNT. Alors je vais pas, je vais juste vous les dire à l'oral, mais donc la prochaine fois pour les webinaires de Class Code, c'est sur les réseaux sociaux, si j'ai bien compris. Donc là, typiquement sur les réseaux sociaux, vous avez une problématique transverse sur les données personnelles, hein, la petite vidéo que je vous ai montrée, puis tout ce qu'on a discuté juste là à propos de l'ENT et tout ça. Donc en fait, toute l'information, en fait, le médium préféré des élèves, en particulier des élèves de lycée, pour transmettre de l'information, c'est vraiment les réseaux sociaux actuellement. Et donc voilà, il y a vraiment un lien à faire entre les données structurées, leur traitement, et la manière dont fonctionnent les réseaux sociaux et les types de données qui sont collectées à partir de ces réseaux sociaux. Donc ça, ce sera probablement fait la semaine prochaine. Sur la partie web du programme de SNT, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les pages web, en général, sont des pages structurées parce que le langage qui est utilisé, XML, JSON, ce qu'on veut, est un langage structuré. C'est un langage qui permet d'avoir d'accéder à la donnée facilement. Donc la donnée sous forme, la page en elle-même est une donnée structurée, voilà, c'est ça que je voulais dire. Que on peut parler aussi de le lien entre ce que je disais sur l'indexation et en particulier les robots Google, là, les Google Bots. Il y a clairement cet aspect-là à aborder sur le web, c'est-à-dire comment on fait en fait, comment fonctionne un moteur de recherche et comment euh, dans les grandes lignes, hein, et comment donc ça c'est lié au fait d'indexer la donnée. Donc là il y a un lien à faire aussi sur les aspects mobilité, cartographie, IoT, Internet des objets, photo numérique. Donc tout ça, ce sont des éléments du programme qui sont générateurs de données, on va dire. Donc expliquer quel est le type des données qu'on génère à partir de tous ces éléments-là, que ce soit leur format, comment on les stocke. Ces informations-là transverses sont importantes à donner. Et sur la partie informatique embarquée, on a justement quel type d'unité de traitement et d'unité de stockage on peut embarquer, jusqu'où on peut aller, quel genre de calcul on peut faire quand on est en train de parler d'informatique embarquée, qui me paraissent intéressantes et aussi en lien avec les données structurées et leur traitement. Donc je pense qu'il y a cet aspect, voilà, c'est vraiment un sujet qui pourrait toucher à peu près tous les autres sujets abordés en SNT. Ouais, complètement. C'est vraiment un sujet fondamental et qui est transverse à beaucoup d'autres. Et on en a parlé tout le temps des données, en fait, dès qu'on abordait un thème. C'est la question qui se pose et aussi qui ouvre les questions, celles qu'on a abordées rapidement, qui sont les questions éthiques, sociétales, d'impact, d'enjeux, de poids, même environnemental. On y est passé rapidement avec l'enjeu des poids de stockage. Mais c'est vrai que c'est une des thématiques les plus transverses aux thématiques des SNT. Julien, tu voulais rajouter quelque chose?
Non, c'était justement sur cette transversalité. Donc, bon, j'ai montré un tout petit peu des activités assez concrètes hein, sur la partie localisation. Effectivement, on va retrouver ces informations, enfin cette notion de données sur d'autres thèmes. Alors après, c'est vrai que ça permet de voir un peu plus j'allais dire, la planification annuelle qu'on souhaite faire en SNT. Mais c'est vrai que sur la partie données, au niveau des prérequis, c'est pas critique, quoi. On peut le commencer sans problème. Pas de problème. Ou éventuellement le revoir après, une fois qu'on a fait différentes activités pour remontrer un peu l'intérêt. Mais c'est vrai que ça peut être fait en amont aussi. Ça peut être, voilà. Il y a plusieurs solutions. Ok. Et ben encore un grand merci à vous deux, en tout cas, pour votre participation et votre intervention. Et ben on est dans les temps, donc on va s'arrêter là. Et j'en profite du coup pour effectivement annoncer le prochain webinaire SNT, donc il sera sur les réseaux sociaux. Donc, on reparlera effectivement de données, de réseaux, de graphes, etc. Et ce sera le jeudi 15, donc sur le même créneau horaire, 18h, 19h. Et j'en profite aussi pour vous remercier encore une fois, vous, pour votre intervention, l'Académie de Versailles pour avoir organisé ce webinaire, Simplon, Google for Education pour le soutien, et puis la Fondation SIA Génial également. Donc un grand merci encore à vous tous, et puis nous, du coup, on se retrouve la semaine prochaine, ça fait très émission officielle, voilà, la semaine prochaine, pour le prochain et dernier atelier des webinaires SNT. Merci encore à vous, et bonne soirée.